Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend correctement. On va faire un petit test son. Est-ce que l'un d'entre vous peut me confirmer dans l'onglet chat qu'il m'entend correctement? Mail, on va l'ouvrir. Ça te dérange pas de non, attends, on peut faire ça. Je vous en prends 2 secondes. Pardon. Voilà, on confirme que le son passe bien, merci. Donc on va pouvoir débuter ce visio-café. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième visio-café presse spécial Vendée Globe. Merci à nos intervenants qui sont présents. Je suis Carole Bourlon, donc responsable de la filière technologique voile de compétition bretonne. Donc je travaille chez Bretagne Développement Innovation, qui est l'agence régionale de développement économique et innovation. Et je suis en charge donc d'Eurolarge Innovation, qui est le programme d'accompagnement des entreprises de la filière technologique voile de compétition bretonne. Voilà, de 9h30 à 10h30 tous les jeudis matins du mois d'octobre, nous invitons les journalistes et les personnes connectées dans les coulisses du Vendée Globe. L'idée, c'est d'aborder 5 thèmes. On en a abordé un la semaine dernière, d'ores et déjà, donc pour vous permettre de découvrir la Bretagne Sailing Valley, qui est un endroit incroyable, où toute une filière a participé à la construction de la majorité des bateaux IMOCA au départ. Voilà quelques chiffres pour vous, 18 bateaux conçus et 16 fabriqués ici en Bretagne. Et puis sur les 8 IMOCA de la nouvelle génération, 5 également ont été conçus et fabriqués ici. Côté skipper, 6 des 8 vainqueurs du Vendée Globe sont natifs ou installés en Bretagne. Et cette année, sur les 33 skippers qui s'élanceront, 20 d'entre eux sont installés avec leur team en Bretagne. Voilà quelques chiffres pour vous donner l'ampleur du phénomène ici en Bretagne. Les 5 visios sont captés et accompagnés d'un dossier d'un communiqué de presse qui vous seront diffusés dans un deuxième temps. Et puis une banque d'images et vidéos libre de droit presse sera mise à votre disposition. Voilà, en guise d'introduction et avant de passer la main à Pierre-Yves Loutreau, donc qui animera le visio-café de ce matin, dont le thème et concerne, je dirais, la vie à bord des marins pendant la course. Je vous propose de découvrir en vidéo un résumé de ce qu'est la Bretagne Sailing Valley, donc cette marque qui fait rayonner le savoir-faire de cette filière unique au monde. Voilà, bonne conférence. Alors, attends. Alors, bonjour à tous. Je vais faire un petit tour rapide pour vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, nous avons Quentin Lucet, qui est juste voilà, qui fait bonjour Quentin, qui est architecte naval chez VPLP et qui s'occupe en particulier des IMOCA. À côté de lui, enfin à ma droite sur l'écran, Charlie Dalin, qui va nous accorder quelques minutes de son temps précieux à quelques jours du départ en convoyage pour les Sables d'Olonne, qui est le skipper d'Apivia. Merci Charlie. Bonjour. Nous avons Ariane Persson, dont on espère qu'on va mieux l'entendre que tout à l'heure. Ariane, est-ce que tu nous reçois? Oui, je vous reçois bien. Est-ce que toi, tu me reçois bien? C'est parfait. Parfait. C'est vrai. Ouf. Nickel chrome. Ariane, qui est la patronne de Lyophilisé Co, qui est l'entreprise qui est spécialisée dans la distribution des produits, entre autres lyophilisés, mais qui est surtout a participé à l'avitaillement de la plupart des bateaux du Vendée Globe et de bien d'autres acteurs de la course et de l'outdoor, et qui va nous raconter un petit peu les tendances en ce moment en termes de nutrition sur ce Vendée Globe. Et puis Laure Jacolo, qu'on a dû récupérer. Laure, est-ce que vous m'entendez? Tout est OK pour moi. Ah, super, parfait. Eh ben, c'est nickel. Voilà, Laure qui est médecin du pôle Finistère course au large et qui est urgentiste à l'hôpital de Quimper. Alors, on va commencer par Charlie parce qu'on a promis de le libérer un peu plus tôt, justement puisqu'il a un agenda très très chargé. Le thème de ce jeudi matin, c'est vivre en course autour du monde, comment les marins s'adaptent à leur machine, puisque les bateaux du Vendée Globe, les IMOCA, n'ont cessé de progresser en performance, évidemment, depuis plusieurs cycles de Vendée Globe, et au fur et à mesure qu'ils progressaient en performance, eh bien, ils devenaient de plus en plus inconfortables, de plus en plus durs à vivre pour leurs skippers.
Eh ben, on va demander à quelqu'un qui navigue dessus, qui a connu 2 générations d'IMOCA, puisqu'il a fait la Jacques Vabre sur des IMOCA de la génération précédente. Charlie, raconte-nous un peu ce que c'est qu'une journée, alors sans parler de perf et de réglage de voile, mais plutôt ce que c'est que la journée typique d'un marin sur le Vendée Globe, ou en tout cas en course, en termes de vie quotidienne et de confort à bord sur ces machines. Je crois que c'est pas exactement le 5 étoiles, quoi, à part le spa. Non, c'est sûr. Oui, c'est sûr que, comme tu disais à l'instant, les bateaux vont de plus en plus vite, évoluent, gagnent en performance de génération en génération. L'humain, lui, évolue beaucoup moins vite, voire pas du tout. Du coup, il faut vraiment s'adapter aux machines, quoi. Alors, une journée, c'est vrai que les bateaux sont particulièrement inconfortables dès qu'il y a un peu de mer. Autant sur mer plate, on peut très bien atteindre des vitesses proches ou d'avancer à 30 nœuds. S'il y a mer plate, y a aucun problème, quoi. C'est vraiment lié à l'état de la mer, quoi, et à la direction de celle-ci. Dès qu'il y a de la mer, on se retrouve dans des situations où le bateau peut continuer à aller vite, sauf que le confort est extrêmement dégradé, quoi. Par exemple, il y a 2 semaines, on a fait un stage au pôle Finistère là, dans des conditions un peu engagées. On a fait un passage de front et je me suis retrouvé à faire des pointes à 30 nœuds dans la traîne là, face à la houle, avec le bateau qui faisait des bonds incroyables. Là, c'était particulièrement inconfortable et du coup, là c'est très compliqué. On est obligé d'être entièrement gainé, c'est compliqué d'anticiper il y a des chocs qui arrivent sans prévenir aussi, quoi. Un bateau classique, c'est facile, hein, il monte la vague et on sait qu'il va retomber derrière. Donc voilà, on sait à quel moment il faut se préparer à l'impact, quoi. Alors que sur ces bateaux, il y a un peu des chocs surprises, quoi. Donc des fois, on a vraiment Ah, dommage, on a perdu Charlie. Du coup, le temps qu'il se reconnecte, on va demander à Quentin Lucet, qui lui dessine ces bateaux-là, donc qui est responsable en quelque sorte de l'inconfort de ces bateaux-là, de nous expliquer un petit peu. Oui, non, je suis revenu. Je chambre un petit peu. Alors, je vois Charlie qui est en train de revenir. Charlie, t'es de retour? Oui, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. On m'a dit que quelqu'un s'était connecté. Du coup, Quentin, on reviendra à toi juste après. Charlie, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sur ce type de bateau, quand il y a des conditions engagées, comme tu les décrivais tout à l'heure, on ne peut pas se tenir debout sans se tenir, évidemment, voire même quelquefois on ne peut pas se tenir debout du tout. Il faut rester assis, accroché. Et il y a du danger en termes justement de chute et de collision avec des parties du bateau, quoi. Ouais, clairement, c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Là, il n'y a pas beaucoup d'auteur sous plafond dans ton cockpit, mais au final, en fait, assez rapidement, on est obligé de se tenir avec les 2 mains, d'avoir les jambes fléchies. Donc, au final, la hauteur sous plafond, sous roof, est pas si gênante que ça, parce que de toute façon, il faut se tenir. Quand je me déplace, par exemple, sous le vent pour voir mon réglage de voile d'avant, c'est une expédition, hein, et c'est pas par pas, c'est un peu comme quelqu'un qui ferait de l'escalade, quoi. C'est prise par prise. On assure la prise avant de déplacer l'autre main ou l'autre pied. Voilà, ça prend du temps. En fait, ça vient assez vite au final, quoi, parce qu'il suffit d'avoir 15 nœuds de vent, donc voilà, moins de 30 km/h de vent, pour que le bateau, si j'ai 15 nœuds de vent au vent de travers, je sais que ça va déjà être la guerre, quoi. Donc en fait, ça vient quand même, ça vient très tôt, quoi. Sur le défi Azimut, là, il y a quelques temps, dans 19 nœuds de vent, je faisais des pointes à 33 nœuds de vent, à 33 nœuds de vitesse, quoi. Donc c'est des bateaux qui vont quand même très vite, très tôt aujourd'hui, quoi. Et certes, on va vite, mais le Vendée Globe, ça restera une course qui sera longue, quoi. Donc ça restera 70 jours. Donc voilà, on a beaucoup travaillé pour essayer d'avancer pour améliorer justement le confort à bord. En termes de chute, oui, moi sur la Jacques Vabre, j'étais assis sur la marche de descente au téléphone, et en fait le bateau a planté. C'est entre les Canaries et Madère. On avait une mer qui était très mauvaise à ce moment-là, et en fait je suis parti en arrière et je me suis retrouvé. J'ai atterri dans le vérin de quille, quoi. Donc le dos dans le vérin de quille. Heureusement, je me suis rien fait. Mais voilà, heureusement, ma tête a évité les structures. Mais ouais, ça peut. Alors,
Ouais. On a vu certaines images embarquées sur Apilia où tu portais, ça t'arrivait même de porter un casque. Ouais, j'en ai même plusieurs. Hein. J'ai un casque de rugby pour les conditions un petit peu plus light, que je mets systématiquement quand je vais matosser à l'avant du bateau, quand je vais déplacer mes voiles dans la soute avant, parce que c'est un endroit où ça bouge encore plus, quoi. Et après, j'ai un casque un petit peu plus dur. Voilà, pour les conditions un petit peu plus engagées. Et voilà, on est en train d'ajouter un petit peu de protection là sur certaines cloisons, sur certains éléments de structure pour prévenir des chocs éventuels. Alors, dans ces conditions-là, comment tu fais pour dormir et manger? Dormir, alors on a tout essayé. On a essayé des sièges, on a essayé des poufs, des matelas. C'est quelque chose auquel on a commencé à réfléchir avant même de mettre à l'eau le bateau, parce que en fait, au vu des foils qu'on était en train de construire, on s'est rapidement dit que les performances allaient être vraiment décuplées sur ces bateaux et que ça allait être un élément clé, quoi. C'est aussi la raison pour laquelle on a mis à l'eau directement avec un cockpit fermé. Là, on est encore en train aujourd'hui d'attendre des nouveaux éléments pour ma version finale Vendée Globe. Mais voilà, l'objectif, c'est d'arriver à trouver une solution où on peut justement être maintenu, arriver à maintenir les épaules, à maintenir la tête, à réussir à dormir en étant un petit peu englobé, on va dire, pour pas trop se faire balloter dans le bateau. Pour manger, moi j'ai une petite caisse que en carbone là que je déplace avec moi en fonction de l'endroit où j'ai décidé de manger. Après c'est une question aussi d'anticipation, quoi, anticiper les moments ou les créneaux où c'est un petit peu plus facile de manger. Après il y a une habitude aussi qui se met en place, quoi. Sur la Vendée Arctique, au bout de 48 heures de près à 18 nœuds là dans les vagues, au final il y a un gros choc qui arrive. Bon, voilà, on hausse presque les épaules parce que ça devient la routine, quoi. Et je pense qu'il y a une certaine adaptation du corps humain à ces conditions, quoi. Voilà, moi je commence vraiment à être habitué à ça. Voilà, ça fait partie de la vie à bord et je suis plus du tout surpris maintenant aujourd'hui quand le bateau tape. Du coup, est-ce que pour réussir à t'adapter toi, presque mentalement, est-ce que tu as fait un travail spécifique? Je pense que tu fais de la relaxation, de la sophrologie, parce que ça reste un univers qui est quand même très, très, qui entame beaucoup les marins, et votre capacité à durer longtemps va être clé, à haute vitesse dans ces conditions-là, va être clé sur ce Vendée Globe. C'est vrai que du sommeil, on en aura. Du sommeil de qualité, ça va être là où va être le défi, quoi. C'est arriver à avoir du repos de qualité, arriver à faire du sommeil profond. Et tout va dans le mauvais sens quelque part parce que le bateau bouge énormément, il y a beaucoup d'humidité, il peut faire très froid comme il peut faire très chaud, il y a beaucoup de bruit. Tout ça, c'est des facteurs qui gênent qui sont gênants pour avoir un sommeil de qualité. Donc, moi, j'ai des systèmes, j'ai des bouchons d'oreilles sur mesure, j'ai des boucles pièces, j'ai un casque à réduction de bruit actif. J'ai plusieurs éléments pour justement faciliter améliorer mon sommeil. Et j'ai aussi qu'est-ce que je vais dire, et effectivement, j'ai fait quand je m'allonge après une manœuvre ou que du coup j'étais gainé de la tête aux pieds, il faut réussir à se relaxer rapidement pour s'endormir. Effectivement, voilà, je fais souvent un peu de sophro. Voilà, je passe mes membres en revue, mes muscles en revue pour les détendre un par un, pour être sûr que ma mâchoire reste pas tendue pour vraiment faciliter l'endormissement. D'accord, c'est assez effrayant le côté je passe en revue mes membres pour pouvoir les relâcher. Juste, on a une petite question à propos de la récente modification de l'étrave d'Apilia. On a vu sur des images d'hier de la mise au sec du bateau que la coupure du brillon était quand même assez nette. Est-ce que ça apporte quelque chose en termes de confort? Ou c'est juste de la perf? Non, c'est vraiment de la perf. Ça améliore. On a vraiment s'est rendu compte d'une amélioration des performances au portant.
où en fait, on a moins de… On a toujours des plantés, hein, des gros plantés, ça, il y en a toujours, mais en fait, les petits plantés qui étaient assez réguliers, ils sont pratiquement tous éliminés. Donc, en fait, on n'a plus les coups de frein répétés à chaque fois que le bateau tape dans une vague. Et du coup, ça permet de garder une vitesse moyenne un petit peu plus élevée, quoi. Voilà, au contraire, les premières fois qu'on a fait du prêt avec ces étraves, j'ai même eu l'impression que de temps en temps, ça était même plus fort qu'avant. Parce que voilà, peut-être c'est un petit peu en V, mais c'est quand même c'est quand même un petit peu forcément plus plat, c'est moins perçant qu'avant. C'était le but de cette étrave, hein, c'est de rester au-dessus de la vague plutôt que la transpercer. Mais voilà, je suis content qu'on ait fait cette modif. C'est une modification qu'on avait envie de faire depuis la fin de la Jaguar, et on n'a pas eu le temps de la faire sur le chantier d'hiver, mais maintenant c'est chose faite. Et ouais, j'ai vraiment. Mais en termes de confort aussi, il y a un petit peu moins d'eau sur le pont aussi, quoi. Les vagues, il y a toujours des vagues qui viennent sur le pont au portant, mais c'est un petit peu moins souvent, et je pense que en moyenne, il y a un petit peu moins d'eau sur le pont aussi à l'avant. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de. Je t'ai présenté comme quelqu'un qui avait déjà navigué sur les bateaux de la génération précédente. Est-ce que le gap en termes de difficulté de vie à bord est vraiment très très supérieur à la génération précédente? On a beaucoup dit quand les foils sont arrivés que c'était vraiment très très dur pour les marins, et là on en parle aussi. Mais est-ce que en fin de compte c'est pas un peu en train de rentrer dans les mœurs, où le gap est encore est aussi important qu'entre les deux générations précédentes? Alors, moi, c'est vrai que j'ai fait la Jaguar avec Yann Eliès en 2015, donc sur Groupe Kegener, qui est l'ancien Safran de bateau à dérive, quoi. Un bateau à dérive. Alors, c'est sûr qu'en vitesse, je crois que notre record sur l'intégralité de la Transat Jaguar, je crois que c'était 24 nœuds. Là, en ce moment, toutes les dernières sorties, j'ai tapé les 29 nœuds à chaque sortie. Donc c'est sûr qu'en termes de performance de vitesse pure, il y a un gap énorme. En termes d'humidité, je préfère mon bateau, parce que j'ai ce cockpit fermé. J'arrive à rester en t-shirt jusqu'à dans 25 nœuds de vent, à 30 nœuds de vitesse. Je suis encore en t-shirt sous ma casquette. Donc ça, c'est quand même un luxe énorme. J'étais quand même beaucoup plus humide. On était quand même beaucoup plus humide sur Kegener, beaucoup plus mouillé. Je me rappelle d'avoir fait une valdingue dans le bateau là donc ça il y en a toujours, mais c'est sûr que là où ça change beaucoup, c'est sûr que si c'est un petit peu plus la guerre, quoi, notamment au reaching, quoi. En fait, dès qu'on abat un petit peu, dès qu'on s'éloigne du près, dès qu'on arrive sur des angles à autour de 70-80 degrés du vent, là on dépasse très rapidement les 20 nœuds, alors que sur ces bateaux-là, c'était beaucoup plus compliqué d'accélérer. Donc oui, forcément, l'inconfort a augmenté. Enfin, en tout cas, les chocs, les mouvements du bateau sont clairement décuplés. Après, en termes de protection des éléments, je me sens plus protégé sur mon bateau aujourd'hui que sur Kegener à l'époque. D'accord. Est-ce que tu penses que sur le Vendée qui arrive, là, tu auras des phases où tu devras lever le pied parce que toi, le pilote, tu auras du mal à supporter ce que le bateau peut t'imposer? C'est un peu la grande… Oui, je t'écoute. Vas-y, pardon. C'est un peu la grande interrogation. Vas-y. Parce qu'aujourd'hui, on a fait des phases de haute vitesse sur ces bateaux, mais de quelques heures seulement. Sur la Vendée Arctique, on n'a pas dû dépasser les 6 heures, les 5-6 heures à haute vitesse grand maximum. Alors que sur le Vendée Globe, il y a des chances que si les conditions sont réunies, qu'on ait ces conditions pendant plusieurs jours d'affilée, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu l'interrogation en fait. Je sais pas exactement là, comment est-ce que je vais réagir, comment est-ce que je vais vivre ça, c'est sûr, quoi. Une petite question. Est-ce que l'expérience les expériences que tu as engrangées auprès de Yann Eliès avec ta courrier, de François Gavard qui est venu avec qui tu travailles, qui est venu s'entraîner avec toi, est-ce que justement ça te sert un peu à gérer cet engagement physique et tes limites sur un tour du monde? Ouais, clairement. Il y a Pascal Bidégory ici qui a beaucoup navigué à bord là depuis la fin du confinement.
Voilà, Pascal, il m'a beaucoup apporté. Il est habitué notamment là, la partie que je connais le moins, c'est le sud. Pascal, il l'a fait plusieurs fois, donc notamment 2 fois récemment en Volvo, donc sur un rythme assez élevé. Donc, on a pu pas mal travailler là-dessus, aussi sur le rythme. Sur les parties rythme aussi avec François. Alors, François, c'est un vainqueur du Vendée Globe, mais aussi il a fait un tour du monde à haute vitesse. Donc, certes, il a gagné le Vendée Globe sur un bateau à dérive, mais il connaît les hautes vitesses grâce au tour du monde sur son ultime. J'ai aussi beaucoup discuté avec Yann. J'ai eu la chance de discuter aussi avec Michel Desjoyaux, qui m'a donné quelques tuyaux, quelques billes aussi pour gérer ces coins-là. C'est sûr que voilà, moi je me prépare à quelque chose que je connais pas quelque part, quoi. C'est mer du Sud, donc j'ai essayé de grappiller un maximum d'informations grâce à ces gens-là, ou même en regardant les vidéos des derniers Vendée Globe, voilà, d'essayer de comprendre à quel moment c'est difficile, qu'est-ce qui a l'air difficile, quelles conditions ont l'air de les surprendre, à quel moment c'est dur. Donc moi j'ai essayé de me nourrir vraiment au maximum des expériences des uns et des autres pour me préparer à ces mers-là. Après, j'ai déjà la chance d'avoir fait pas mal de navigation en ultime. J'ai traversé l'Atlantique avec Armel là, sur son banc populaire ultime. J'ai fait le tour des îles Britanniques sur Spindrift, j'ai fait du mode 70. Et du coup, quand on approche des 30 nœuds, je me dis, voilà, en ultime, on serait à 45, quoi. Donc, je me sers de ça un peu pour relativiser aussi les Alors justement, une autre question des gens qui nous écoutent. À partir de quelle vitesse de vent bascules-tu en mode warrior? Je t'ai pas entendu. En mode d'angle de vent d'ailleurs que de vent. Ouais. En mode warrior. Alors, de quand c'est la guerre, en termes de vent. Je pense que c'est une question d'angle que de vent, plus de force. Mais... quand je vois un routage et que je vois 18 nœuds de vent sur mon routage vent de travers, ça c'est sûr que je sais que c'est parti, quoi. Ça va être engagé. En termes d'angle de vent, à partir de assez rapidement, hein, dès qu'on est à partir de 60-70 du vent, à partir de 15-16 nœuds, ça va taper fort, quoi. Il faut vraiment faire attention à l'état de la mer, quoi. L'état de la mer nous ralentit énormément si elle est mal orientée, quoi. Donc, on peut très bien aller très très vite sur un bord, empanner et se retrouver du coup mal orienté par rapport aux vagues et là de planter beaucoup plus souvent, de beaucoup ralentir. Donc l'état de la mer est vraiment, moi je préfère. Aujourd'hui, c'est clair qu'on va plus vite dans 20 nœuds de vent mer plate que dans 30 nœuds de vent et de la mer formée, hein, clairement. Donc je pense que les trajectoires vont être aussi adaptées en fonction de ces conditions. Oui, les routages des foilers d'aujourd'hui sont un petit peu différents des routages des bateaux à dérive d'il y a 8 ans, ou même des foilers d'il y a 4 ans. Un petit peu, alors ça dépend vraiment de la forme de la polaire, mais voilà, on a moins besoin d'aller chercher du vent pour aller vite, quoi. C'est typiquement le long d'un anticyclone. Je pense que c'est plus intéressant de longer plus longtemps l'anticyclone que dans s'en éloigner pour aller chercher plus de vent. Donc c'est une façon un peu d'appréhender les trajectoires qui est un petit peu différente, clairement. Ok. Charlie, il est 10h. On s'est engagé à faire 9h30, 10h pour te laisser repartir à tes occupations. Merci de ton temps si proche du Vendée Globe. Et puis, écoute, bonne navigation jusqu'à là. Avec plaisir. Merci à tous. Merci Charlie. Prudent. Salut. Alors, on va discuter avec l'architecte qui a dessiné 3 des nouveaux bateaux qui sont au départ de ce Vendée Globe, qui est Quentin Lucel, qui travaille chez VPLP. Alors Quentin, du coup, est-ce que tu pourrais nous mettre un petit peu quelques chiffres sur l'évolution de la performance et du coup de l'inconfort des marins entre les 2 générations de bateaux, entre le précédent Vendée Globe et ce Vendée Globe-là,
qu'on puisse avoir une idée du changement de contexte de la vie quotidienne des marins sur un tour du monde. Donc, du coup, en termes de performance, en fait, en plus, on a d'autant plus de facilité à répondre à cette problématique-là qu'il y a même certains bateaux, même de première génération qu'on a pu dessiner en 2005, sur lesquels on a mis des foils de génération 2020. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir en termes d'évolution juste de vitesse la différence avec ce qui se passait sur la génération de bateaux 2005-2006. Concrètement, sur des bateaux comme le bateau d'Isabelle Joschke, le MACSF, qui était donc le premier bateau qu'on a dessiné. Aujourd'hui, il y a des allures où les... Pardon ? Qui est l'ancien Safran qu'évoquait Charlie. Exactement, ouais. C'était l'ancien Safran de Marguillemot qui était devenu Quai Guinère et sur lequel a navigué Charlie. Aujourd'hui, il y a des allures où on va, en gros, 10 nœuds plus vite que dans la 10-12 nœuds, plus vite que dans la configuration de mise à l'eau. Donc forcément, on n'est plus du tout sur le même registre en termes d'accélération, c'est une chose, mais surtout décélération, quand il y a ces allures où le bateau va se mettre à planter, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment entre, on va dire, la génération d'IMOCA 1 sur lesquelles on a eu l'occasion de travailler par rapport à la génération 2020. Et si on se met déjà par rapport à la génération 2016, donc du dernier Vendée Globe, je pense qu'on a réussi aujourd'hui à passer avec ces nouveaux foils qui vont peser pratiquement 2 fois le poids des foils de la génération 2016 pour la génération 2020. Donc c'est vraiment énorme en termes d'évolution. Il y a des gains de vitesse de l'ordre de 4-5 nœuds. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose de vraiment, significativement différent. Et on sait que de toute façon, toute la partie énergie, impact et accélération, c'est au carré de la vitesse. Donc forcément, dès que la vitesse augmente, tout ce qui se passe derrière, voilà, c'est un peu plus violent. Est-ce que vous, du coup, quand vous ça, c'est dessinez les bateaux aujourd'hui... Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Non, mais parce que, voilà, pour moi, il y a un peu 2 aspects. Il y a l'aspect effectivement performance pure, donc ça c'est une chose, et donc par rapport à l'adaptation du marin autour de la machine. Et je pense même que on va dire que ce qu'on a pu voir entre les bateaux de 2005, 2006 et 2020, c'est que si on vulgarise un petit peu en 4 générations, la première génération, il n'y avait pas vraiment de préoccupation, entre guillemets, du bien-être de l'homme dans son bateau. C'était, voilà, on s'adaptait ensuite en fonction d'un bateau dessiné. J'ai un peu le sentiment sur la deuxième génération, donc pour 2012, il y a eu une volonté d'insérer des petites choses, je ne vais pas dire de confort, parce qu'on n'est pas dans ce registre-là, mais en tout cas, qui aidait un petit peu plus pour ça. En 2016, où il y a eu 6 nouveaux bateaux, où on était avec Guillaume Verdier, les seuls architectes des nouveaux bateaux, je pense qu'il y a eu une espèce de course à la légèreté, etc., qui a fait des bateaux quand même assez extrêmes et où on va dire que l'ergonomie était passée au second ordre. Et effectivement, les retours d'expérience des marins disaient voilà, pour se déplacer dans le bateau, on est à 4 pattes, évidemment, la question se pose pas autrement. Et j'ai l'impression que pour la génération 2020, il y a réellement eu une évolution par rapport à ça, où la conception du bateau, elle se fait comme à chaque fois avec le marin, mais où il y a une volonté, en tout cas, de se protéger plus dans la partie cockpit. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles a travaillé Charlie sur Apivia, pas avec nous, mais ça a été fait. On a pu voir ça sur Hugo Boss également, avec Alex Thompson, qui lui est complètement protégé. C'est des choses aussi qu'ont traité Charal d'une façon différente. Donc ça, c'est vraiment un aspect, voilà, d'arrêter d'en prendre plein la tronche, j'ai envie de dire. Ça a été vraiment une notion assez clé. Et je pense que voilà, l'étape suivante maintenant, c'est
Et je pense que ça c'est quand même venu à un deuxième niveau. C'est tous les à côté, mais qui sont absolument primordiaux sur la capacité de manger, la capacité de dormir. Et voilà, comme l'évoquait Charlie, c'est des choses qui sont évoquées, mais qui sont plus faits en parallèle. Et j'ai vraiment le sentiment que pour la génération 2024, ça va être le centre en fait, de la réflexion autour du cahier des charges pour les nouveaux bateaux à venir. Est-ce que vous, du coup, dans le design des bateaux, je pense notamment à l'intérieur du bateau, aujourd'hui, quand vous allez dessiner des futurs IMOCA, ou même peut-être dès cette génération, c'est des choses que vous avez pris en compte? Est-ce qu'il y a une dimension d'ergonomie, en fait, dans votre travail, notamment sur la partie intérieure? On imagine à l'extérieur, parce qu'il y a de l'efficacité dans les manœuvres, bien sûr, mais est-ce que du coup, par exemple, à l'intérieur, la problématique sur la cellule de vie, c'est problématique-là, elle n'est pas neutre? Non, ça c'est sûr, mais ça, en règle générale, je pense que c'est plutôt des choses, c'est plus efficace que ce soit l'équipe qui la traite directement, parce qu'elle est au contact du skipper, il y a des retours d'expérience, des essais, voilà, c'est ça, d'essayer un pouf, d'essayer une bannette, d'essayer des matelas, des choses comme ça. Moi, la semaine dernière, j'ai eu Alex Thompson au téléphone là, qui me disait qu'ils sont allés naviguer et que son co-skipper Neil McDonald était en train de dormir dans la bannette à un moment. Et le choc a été tellement violent que la bannette s'est cassée en deux. En fait, c'est le genre de choses. Bon, nous, on peut pas trop où l'imaginer, et la résolution de ce genre de problématique, elle est plus efficacement traitée au sein de l'équipe, en tout cas aujourd'hui. Par contre, je ne serais pas du tout surpris que pour la génération suivante, ça fasse partie réellement des sujets de cahier des charges qui vont être évoqués dès le début de la conception. Ok, alors du coup, on va demander à Laure Jacolo, qui elle étudie et suit les marins qui vivent dans ces bateaux-là, de nous raconter un petit peu à quel point elle a vu, elle, à la fois les pathologies évoluer, que ce soit les chocs et les traumatismes, mais aussi les petits bobos de la vie quotidienne à bord. On est en train un petit peu de changer de dimension sur ces bateaux-là. Oui, d'abord, merci en tout cas. Voilà, je me proposais de participer à cet échange. Je crois qu'il est toujours très intéressant de pouvoir discuter avec les différentes parties. Je crois que c'est peut-être la première fois que j'entends ce discours-là avec un architecte. Donc, merci d'avoir ce discours-là. La course au large, c'est un sport mécanique où souvent, la préoccupation mécanique prime avant l'homme. Et je crois qu'on ait cette discussion-là. Maintenant, nous, ça nous rassure un petit peu. Alors, comme le disait Quentin précédemment, on est à l'ébauche de cette discussion autour du bien-être du marin. Donc, automatiquement, on sait que l'homme en général n'est pas fait pour être sédentaire actuellement. Donc, sédentaire, c'est de rester assis toute la journée. Mais avec mes confrères de la course au large, on se demande aussi si le marin actuellement est prêt à vivre complètement ces conditions, malgré la réflexion autour du bien-être, du bien-être, en tout cas du mieux-être dans son bateau. Alors moi, j'ai de la chance de m'occuper des coureurs pour la forêt depuis à peu près 15 ans maintenant. Et oui, on a vu des évolutions de pathologies. Tout d'abord, les pathologies qu'on appelle les pathologies de contrainte. On a ces douleurs qui apparaissent non pas après un traumatisme, mais dues à la répétition de mouvements, type des tendinopathies. Et puis, une pathologie qui est assez majeure en course au large, qui est la pathologie lombaire, les lombalgies, les douleurs de dos, qui est un mal fréquent dans la population générale, mais aussi en course au large. Et on se rend compte qu'actuellement, cette pathologie, qui est souvent la pathologie du marin un peu expérimenté, qui a beaucoup navigué, qui a beaucoup matossé, eh bien, on la retrouve chez des marins plus jeunes, qui pourtant ont mis en place des choses pour se préparer justement, à qui on a proposé de travailler sur la préparation physique adaptée à cette problématique. Et on retrouve quand même chez ces marins jeunes. Donc ça, c'est chez des marins qui ont des bateaux qui vont plus vite que l'ancienne génération. Donc ça, c'est une problématique un peu récente. Tout à l'heure, j'étais ravie d'entendre Charlie dire que il se sentait bien sous sa casquette parce que il était protégé et que finalement il devait fléchir les jambes pour pouvoir garder de la stabilité. Et bien cette position-là qu'ils ont à la colonne, et
où ils passent énormément de temps, je pense, à régler leur voile, plus que peut-être sur les anciennes générations, puis les vitesses et les réglages importants à faire et fréquents. Et ben, cette position-là, elle entraîne chez les marins qui ont la taille de Charlie une posture qui est complètement antinomique avec la posture habituelle, et donc qui crée encore plus de tension sur les lombaires et va entraîner probablement la pathologie importante sur le Vendée Globe. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu problématique de contrainte, d'efforts répétés, de maintien de posture sur le bateau. Et comme le disait Charlie, il a souvent prononcé ce mot-là dans la discussion tout à l'heure, ça va taper fort, ça va taper fort. Qui dit taper fort dit des cinétiques, donc des vitesses et des mouvements du bateau qui peuvent générer des pathologies, des traumatismes importants. On l'avait dit, c'est sûr, sur le précédent Vendée Globe, on avait déjà des craintes avec Jean-Yves Chauve sur des pathologies type accident de la route. On n'en a pas eu pour l'instant, quelques exceptions près, mais pas en IMOCA. Mais on a quand même une pathologie qui est fréquente encore en course au large, qui est le traumatisme crânien, mais qu'on commence à avoir de plus en plus, et à minima la commotion cérébrale, un peu comme on se retrouve, on en parle beaucoup dans le rugby, sur les IMOCA et d'autres supports, mais les IMOCA aussi. On retrouve du coup des problématiques de ce genre-là, donc des chocs répétés au niveau cérébral qui entraînent des lésions et peuvent entraîner des séquelles à distance. Du coup, quand on a préparé cette intervention tous les deux avant-hier, vous m'avez expliqué qu'il y avait aussi des nouvelles pathologies qui étaient en train d'arriver avec l'imprégnation de carbone, qui était quelque chose d'un petit peu nouveau. On ne comprenait pas encore très bien ce que c'était. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, on est surpris parce que la pathologie cutanée, les problèmes de peau, c'est une des problématiques médicales les plus fréquentes en course au large. Et on est surpris avec mes confrères de la course au large d'avoir des lésions un peu nouvelles qu'on ne connaissait pas auparavant sur des zones qui ne sont pas des zones de frottement comme on retrouve souvent avec les manchons. Ça, on connaît, les contraintes répétées, même au niveau fessier, c'est des choses qu'on connaît bien. Par contre, là, on a des éruptions qui arrivent sur des zones où il n'y a pas de frottement, il n'y a pas ce genre de contraintes qu'on connaît. Et on se pose la question sur l'environnement du bateau et cette imprégnation peut-être carbone poussée un peu à son maximum. Tout à l'heure, Charlie disait on essaye de dormir, on a essayé plusieurs choses. Et bien, certains dorment même plus sur des bannettes, ils mettent un petit matelas, mais à même le bateau, et donc ils sont encore plus proches de ce contact carbone. On se pose cette question-là, et bien sûr, évidemment, tout ce qui est pathologie cutanée peut être généré par un stress et un manque de récupération. Et ça, bien évidemment, les contraintes physiques demandées par ces navigations sur les bateaux de nouvelle génération engendre un coût énergétique, donc des dépenses énergétiques très, très importantes. S'ajoute à cela des concentrations très importantes et sur de très, très longs moments. Ils ont quasi plus de répit, les coureurs, à part quand ils dorment. Et ça, évidemment, ça peut conduire à un certain épuisement psychologique et physique du marin, qui, évidemment, va retentir sur l'état cutané sur plusieurs choses. Donc, il y a peut-être l'imprégnation carbone, mais il y a aussi ce contexte de gestion du stress et de récupération qui n'est pas... qui n'a jamais été optimale sur un bateau, c'est évident quand on fait de la course au large. Mais cette question de la récupération, et c'est une problématique puisque Charlie parlait de sommeil, il est très difficile pour les marins de faire avoir du sommeil vraiment profond, au moins sur les premiers jours de course. Ils ont eu des enregistrements sur des courses, sur des transatlantiques, et donc ça pourrait poser un problème. Et à la question, Charlie, devras-tu lever le pied à certains moments? En tout cas, nous, médecins, on espère que oui. Sinon, avec Jean-Yves Chauve sur le Vendée Globe, on va avoir beaucoup de travail. Alors du coup, ils sont formés avant de partir. C'est une question de l'audience. Ils sont formés avant de partir. Quel est le type de formation qu'ils reçoivent pour se soigner eux-mêmes ou à distance? Et surtout, est-ce que ces formations ont évolué depuis les précédents Vendée Globe, puisque les bateaux vont plus vite, sont plus inconfortables et les traumatismes peuvent être accentués? Oui, les formations ont évolué. Justement, on s'adapte à la pathologie puisque on doit les préparer à faire face à certaines prises en charge. Vous savez bien que quand ils sont sur l'eau, sont à la fois nos yeux et nos mains. Donc, on leur apprend des gestes qu'on faisait peut-être pas auparavant, puisqu'on n'avait pas on pouvait pas présager de ce genre d'apparition de pathologie. Donc, avant, vous avez tous en tête l'image des traditionnelles sutures de pieds de cochon. Je pense que maintenant, on leur apprend à suturer, mais quand ils vont aller
en équipage sur un bateau qui peut faire des vitesses comme celles des nouveaux foilers, impossible d'aller suturer une plaie. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on fait quasi plus sur les formations en solitaire en IMOCA. Par contre, maintenant, on leur apprend aussi à utiliser ce qu'on appelle des pansements type israélien, c'est-à-dire c'est des pansements qui sont utilisés sur les plaies par arme blanche, par arme à feu, où il y a des lésions hémorragiques importantes, donc des saignements importants, et on leur apprend à utiliser ce genre, à mettre des garrots, à utiliser ce genre de pansement, et puis même, puisque moi c'est ma crainte principale en course au large, c'est un peu ma phobie, à gérer des pathologies type traumatisme pneumothorax, c'est des lésions de la plèvre qui entourent le poumon et qui pourraient amener à leur faire des gestes de sauvetage. Donc on leur parle de ces pathologies-là, on faisait moins avant. Mais moi, en tant qu'urgentiste, je suis toujours meilleure en prévention qu'en soins, donc je passe un peu de temps à leur expliquer ça, ce qui leur fait souvent un petit peu peur. Mais voilà, le jour où ils auront peut-être ça à faire, s'ils en ont entendu parler, ils le feront. Quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est compliqué de le faire toujours seul sur un bateau, en mouvement en tout cas. Alors, on va demander, on va parler de choses un peu moins angoissantes. On va parler de nourriture avec Ariane Persson. Ariane, toi qui nourris la plupart des marins qui partent au large de manière... vous m'entendez toujours? C'est en train de couper dans tous les sens. Pardon. Ariane, il faut que tu peux remettre ton micro correctement. Tu es coupé là pour l'instant. Je peux peut-être le faire pour toi. Non, c'est le petit micro qui est en bas de ton écran. Tu m'entends? Alors, on a perdu Ariane. Je m'étais perdu moi-même. Moi, je n'ai plus Ariane. Je ne sais pas si vous l'avez. Non plus. Non, on l'a plus, non, là. On l'a plus. Non, elle n'est plus là non plus. Elle va se reconnecter, je pense. Est-ce que vous Et m'entendez? bah, du coup, on va retrouver. Elle est là, elle est là. Ah, elle est en train de revenir. Tu m'entends, Pierre-Yves? Elle est là. Ariane, Est-ce tu nous entends? Ouais, moi je vous entends. Ouais, vous m'entendez pas, vous? Moi, on t'entend bien, Ariane. Je pense que c'est Pierre-Yves qui a un problème actuellement, là. Ok, bon, je remets en kit main libre. Est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Génial. Ouf. Pierre-Yves, je C'est bon, t'écoute. tu m'entends, Ariane? Ouais. Ouais. Alors, du coup, je disais, toi qui nourris une bonne partie des coureurs au large, dis-nous un petit peu comment aujourd'hui ils mangent en course et surtout comment ça a évolué depuis ces dernières années, parce que je crois que le bon vieux temps du tout lyophiles est un petit peu disparu et que on a beaucoup progressé en termes de menu et d'avitaillement. Oui, effectivement, ça rejoint un peu ce que disait Quentin tout à l'heure. En 2012, on était quand même avec certains skippers, beaucoup même qui venaient au dernier moment, faire l'avitaillement un peu à l'arrache et qui prenaient 75, 80, voire 100% du YOF à bord. Et là, c'est plus du tout le cas. C'est bien différent. Les skippers, ils anticipent bien plus. Ils effectuent beaucoup de tests en amont. Beaucoup travaillent avec une nutritionniste. Malgré tout ça, ils ont tous une approche très différente. Certains travaillent, il y en a beaucoup qui travaillent avec Virginie Offret, avec qui on est en relation. Nous, on est une boutique, on rassemble les produits qui peuvent être adaptés pour aller en mer. Donc, on n'est pas du tout nutritionniste. Et justement, on travaille main dans la main avec certains nutritionnistes qui vont travailler sur un repas sur deux, c'est souvent du lyophilisé. Un repas sur deux, c'est souvent du stérilisé. Donc, stérilisé, il n'y a pas besoin de rajouter l'eau à l'intérieur du sachet. Donc, la consistance, elle est meilleure. Les saveurs sont meilleures.
et ça permet d'apporter de la variété, quoi. Après, en parlant de variété, on a certains skippers qui ne varient vraiment pas beaucoup. Et là, on sent que c'est les habitudes alimentaires peut-être de ce qu'ils mangent à terre qui revient un peu sur le bateau. Il y en a certains qui sont sur les nouvelles générations de bateaux qui vont manger des pâtes, des pâtes, des pâtes et des pâtes, quoi. Donc, c'est assez surprenant en même temps. Et d'autres qui vont être très, très variés. Il y en a d'autres qui vont quasiment jamais manger la même chose, qui vont embarquer de la ratatouille fait maison, qui vont embarquer… Et là, c'est pareil, sur des bateaux nouvelle génération. Donc, on parle des mêmes bateaux et pourtant, l'approche, elle est bien différente. Il y en a qui sont très axés performance. Donc, le poids, donc pas mal de lyophilisés quand même. Et d'autres qui sont là pour se faire plaisir et dire que voilà, le moment du repas, c'est un moment important. Donc, il faut qu'on prenne plaisir à manger, quoi. Donc, ils viennent au magasin, ils regardent, ils testent, ils goûtent avant et ils font un peu leur ravitaillement comme ça. Alors, certains travaillent dessus depuis des semaines et puis d'autres viennent là, cette semaine ou la semaine prochaine aussi. Donc, il y en a quelques retardataires quand même. Est-ce que tu vois des effets est-ce que tu vois des effets de génération et ou des effets d'équipe, c'est-à-dire est-ce que plus on est vieux, mieux on se nourrit ou pas, et est-ce que beaucoup d'équipes aujourd'hui sont équipées de nutritionnistes? Ben non, il y a des grosses équipes qui sont pas. Tout dépend du skipper en fait. On voit bien que c'est le skipper quand même qui décide. L'alimentaire, c'est lui qui mange, donc on voit qu'il a quand même son mot à dire là-dessus. Donc, il y en a certains, même parmi les bateaux les plus récents, les anciens, quand je parle des skippers anciens, enfin des BU, des choses comme ça, on sent bien que c'est leurs habitudes alimentaires qui vont prôner. Après, par exemple, Boris Herman, il est venu préparer tout son avitaillement jour par jour. Il a tout étalé par terre et après, il fait intervenir une nutritionniste pour regarder. Donc, Virginie Offret, elle est venue valider ce qu'il a mis. Tiens, là, il te manque de la viande séchée. Là, il faut que tu rajoutes du fromage, etc. Donc, c'est vraiment une approche individuelle. C'est pas forcément en fonction du team, quoi, ou des moyens. Voilà. D'accord. Et est-ce que dans la diversité est dans… Pas la diversité, mais dans la capacité plutôt à anticiper des marins dans la préparation de leur ravitaillement, est-ce que tu les vois devenir un peu plus professionnels sur cet aspect-là des choses, ou il y en a toujours autant, entre guillemets, à l'arrache, comme tu disais tout à l'heure? Non, il y en a moins quand même. C'est plutôt rassurant. Il y en a moins qui sont à l'arrache. Il y en a toujours quelques-uns, mais c'est quand même moins, quoi. Et est-ce que tu m'as entendu? Ouais, et moi je te réponds. Tu m'entends pas? Tu m'entends, Pierre-Yves, ou… Nous, on t'entend. Oui, t'entends, ouais. Ouais, bon, très bien. Non, il y en a beaucoup moins qui sont à l'arrache. Et non, au contraire, on voit qu'il y a une anticipation beaucoup plus importante que dans le passé. Il y a beaucoup puis il y a plus de… Enfin, les gens, ils cherchent quand même à varier. Enfin, c'est tellement individuel. Moi, je regarde l'avitaillement d'Apivia, justement. J'étais en train de le regarder pendant que Charlie parlait. Et c'est vrai que, bon, il y a Virginie Offret qui est intervenue dessus et qui l'a conseillé. Mais, par exemple, en barre énergétique, il peut répéter la même barre énergétique pendant… il y en a 80, deux références, il y en a 80 de chaque. Donc, ça veut dire que tous les jours, ils mangent la même barre. Donc, c'est assez étonnant quand même. Ils ont leurs petites habitudes. Après, en termes d'évolution, par rapport aux autres années, on voit par contre qu'ils vont prendre des portions beaucoup plus importantes. Là, alors, moi, je n'ai pas entendu la fin de ta phrase, excuse-moi. Non, je disais que… Ils ont leurs habitudes, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ils ont leur goût et leur mot à dire, quoi. La nutritionniste, elle est là pour conseiller. Ouais. Moi, je t'entends, Pierre-Yves. Tu m'entends? Bien, Ariane, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, les autres intervenants, t'entend. Hein. Ok, très bien. Donc, tu peux continuer à parler. Je pense que Pierre-Yves va revenir. Ce qu'on peut remarquer, mais ça a toujours été, c'est qu'effectivement, dans les zones froides, ils vont monter en nombre de calories de façon très importante. Cette année, on a eu beaucoup de demandes sur des portions qui vont jusqu'à 1000 calories par portion, ce qui est quand même important. Et ça, on en a plus cette année que dans le passé.
Donc, plus des grosses portions, pas mal qui mangent un troisième repas par jour, donc dans le Grand Sud aussi. Et beaucoup de viande séchée. Et par contre, ils font attention au sucre, d'essayer de manger le moins de sucre possible, puisque effectivement, ça favorise un petit peu l'endormissement. Et donc, ils vont plutôt aller sur des choses un peu protéinées, type viande séchée, barres protéinées, etc. Et ça, c'est plus marqué cette année que les autres années, quoi. D'accord. Du coup, une question pour Ouais, c'est toi, Pierre, qu'on n'entend pas, je crois. Ouais. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui. Je suis désolé. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon. Oui. Quelqu'un qui pose la question, Pardon, quels autres excusez-moi, sports du coup, une question pour... J'ai pas entendu. Ouais, j'ai une question pour Laure Jacolo, pardon. Du coup, en termes du coup de suivi médical, est-ce que vous avez vu des changements du point de vue de la nutrition? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont progressé de ce point de vue-là? Est-ce que vous leur conseillez? Est-ce que vous les accompagnez sur ce côté-là au pôle? Ou est-ce qu'ils sont encore très libres et seuls de le faire? Ouais, c'est vraiment un axe de performance à part entière. Hein, comme ça, l'axe de performance essentiel pour les coureurs a souvent été le sommeil. C'est toujours un peu la clé de la performance d'un point de vue gestion de l'humain, mais la nutrition aussi, c'est fondamental. Et l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que, comme disait Ariane, on sait que le sucre favorise plutôt l'endormissement et les protéines maintiennent la vigilance. Donc, c'est quelque chose qu'ils connaissent maintenant et comme ils cherchent à être performants, ils se servent de tout. Ceux qui gagnent travaillent dans tous les axes et travaillent sur l'alimentation comme un axe de performance. Ils s'entourent de gens compétents comme Virginie qui les accompagne depuis longtemps et qui a une grosse expérience de cette gestion de l'alimentation, même si on avait fait une étude sur le dernier Vendée Globe sur la répercussion, en tout cas sur le poids et la masse musculaire d'une course comme le Vendée Globe, en comparant l'alimentation et les apports énergétiques. On a eu quelques informations, c'est toujours compliqué en course au large de faire des études, mais voilà, on voit bien que souvent, ils n'ont pas les apports caloriques vraiment suffisants pour maintenir un état de santé optimal, même s'ils y travaillent de plus en plus. Et je pense que actuellement, se passer de l'alimentation, c'est se passer de ce vecteur de performance qui va aussi concourir à la récupération. Hein. Et l'alimentation, eh bien évidemment, pour tout ce qui est problème cutané et problème musculaire, est fondamental. Donc, mais ils y viennent. Mais comme disait Ariane, c'est quelque chose de très individuel. L'alimentation, c'est culturel et individuel. Et donc, il faut vraiment avoir un programme basé sur chaque coureur, sur la façon de manger. Il y a aussi des choses qu'on ne mange pas à terre et qu'on mange en mer. Enfin, c'est des choses qui se préparent. Comme on se prépare physiquement, on se prépare à manger sur son bateau. Et on anticipe les différentes situations. Et je pense aussi quand même qu'il y a une réflexion, à mon sens, Ariane confirmera peut-être, concernant les plats qu'ils apportent avec eux en fonction des conditions météo, la capacité à le préparer sur le bateau. Puisque sur un bateau qui a des mouvements un peu répétés comme les nouveaux foilers, peut-être pas toujours si facile que ça de se préparer. Et nous, on a, d'un point de vue médical, il y a toujours eu des brûlures, hein, souvent qui sont créées pendant ces moments de préparation alimentaire, mais on a des brûlures assez importantes à cause vraiment du manque de vigilance et des mouvements du bateau. Oui, effectivement, et on a D'accord, justement, une autre question justement. Ouais, pardon. Vas-y, Ariane. Non, je sais qu'il y a certains skippers qui vont effectivement anticiper leur plat et le préparer, voire quelques heures en amont et le mettre dans une boîte alimentaire thermos pour éviter de le manger dans des conditions, enfin de préparer le repas dans des conditions trop compliquées, quoi. C'est pas toujours optimal, Ariane, parce que le fait de le préparer en amont, l'assimilation n'est pas la même et peut entraîner troubles digestifs aussi. Mais bon, je crois qu'il faut du bon sens et faire du mieux qu'on peut. Peut-être vaut mieux avoir un ralentissement du transit plutôt que de se brûler en faisant à manger. Ça, c'est sûr. C'est du bon sens et de bonnes pratiques. Tout à fait. Je crois que Thierry est coupé.
Nous, on s'entend tous les trois, en tout cas. Ouais. C'est intéressant, en tout cas, tant que Pierre-Yves revienne. Quentin, je suis ravie de faire ta connaissance. En tout cas, je reviens sur une remarque d'un des coureurs avec qui j'ai navigué la semaine dernière, quand je lui disais, mais pourquoi la casquette n'est pas un peu plus haute que ça sur ton bateau, hein, c'était sur Paprec. Il me disait, bah, sinon, le bateau, il ne se retournerait pas. Donc, voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je n'entends plus personne. J'ai une connexion qui est extrêmement hasardeuse. Ça m'a fait sourire quand dans le truc, me maintenant les coureurs viennent nous voir en disant je veux me protéger parce que je suis pas sûre que ce soit toujours le cas dans leur objectif de performance et de vitesse. Mais bon, c'est bien si on y vient en tout cas. Bah oui, mais je pense que de toute façon, maintenant, je vais pas dire le confort, parce qu'une fois encore, c'est pas de ça dont il s'agit, mais en tout cas, voilà, le mieux-être est tellement un gage de performance. Alors, moi, je n'entends plus personne, donc je vais parler peut-être dans le vide. Je suis désolé, on arrive de toute façon au terme. Oui, vas-y, Carole, parce qu'en fait, moi, j'entends plus personne. C'est trop haché. Je suis désolé. Oui, Pierre-Yves a un problème de son, donc du coup, je vais reprendre la main. Merci. Voilà, donc peut-être vous laisser terminer l'échange entre Laure et Quentin, là. Et puis ensuite, on va conclure de toute façon, puisqu'on arrive au terme de ce visio-café. Donc, je vous laisse quelques minutes pour finir votre échange. Et puis, je conclurai rapidement derrière. Moi, je suis ravie d'entendre ce mot bien-être, en tout cas, de la part du staff, on va dire, technique. Hein. Moi, quand je travaille avec des sportifs de haut niveau, des équipes, il y a le staff médical et le staff technique. On échange beaucoup. En course au large, enfin, en tout cas, moi, une petite expérience, pas trop, parce que l'humain est toujours un petit peu, préparation de l'humain un peu à la traîne par rapport à la préparation mécanique. Donc, je suis ravie d'entendre ce mot-là, bien-être, de la part du côté technique. Ouais, bah ça, je pense que c'est vraiment, on estime que ça fait partie vraiment, enfin voilà, on fait des machines absolument incroyables, mais c'est piloté par des humains. Et je pense que c'est aussi important que le bien-être au travail, j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment, il faut trouver des repères sur lesquels on peut s'accrocher. J'ai l'impression que c'est juste inenvisageable de partir sur 70 jours en solitaire où ça va être la lutte en permanence. Donc je pense qu'on est conscient que même d'un point de vue performance globale, il vaut mieux peut-être perdre un tout petit peu de performance technique en faveur de la performance humaine. Et ça, je pense que ça apporte un nouveau niveau je pense, d'échange avec les équipes, à mon sens. J'ai une petite question aussi, quand on parle de protection avec les casquettes et l'environnement diminue un peu le côté humidité qui génère la pathologie aussi des blessures. Et dans le bateau, parce que moi, ce qui m'embête, c'est les arrêts buffets dont parle Jérémy et qui vont projeter le coureur vers l'avant du bateau. Finalement, il n'y a pas grand-chose pour les arrêter. Est-ce qu'ils commencent à réfléchir un petit peu à ça? Parce que pour l'instant, on n'a pas l'impression, en tout cas nous, d'un point de vue médical, que anticipe. Non, ça je suis d'accord que ça rejoint un petit peu le côté. Aujourd'hui, l'ergonomie à l'intérieur du bateau, je pense qu'on s'est concentré sur la partie protection vis-à-vis de l'humidité, mais en effet, par rapport au choc, quand on entend on met les pieds devant, parce que s'il y a un arrêt buffet, au moins c'est pas les cervicales qui prennent ou des choses comme ça. C'est vrai qu'on est un peu en dehors de ce genre de réflexion, mais voilà, comme je le disais avant, je pense que ça va vraiment devenir quelque chose d'important et il faut aujourd'hui penser, à mon sens, le bateau en remettant un peu l'usager au centre de tout ça. Et c'est sûr que quand j'entends Alex, là, Thompson, qui me dit, moi maintenant, ça y est, avec ma configuration de bateau, je suis en t-shirt, en crocs tout le temps, et même si le bateau est sous l'eau, c'est déjà une avancée. Maintenant, je ne sais pas s'il a une ceinture de sécurité ou ce qui serait sûrement pas une bonne solution, mais en tout cas, voilà, faut passer à l'étape aussi au-delà du confort vis-à-vis des éléments extérieurs, mais par rapport au mouvement du bateau. Et ça, je pense qu'on a un petit peu de boulot là-dessus, il me semble. D'ici là, on leur proposera de mettre des casques dans des conditions compliquées. On insistera beaucoup là-dessus en prévention. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ces échanges. Voilà, je pense que c'est intéressant parce qu'on va arriver du coup à sans doute voir des évolutions à l'avenir. Et c'est bien que cet échange ait pu avoir lieu entre médecins et architectes notamment. Voilà, moi je voulais remercier tout le monde, tous les participants pour connecter ce matin. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Voilà, le Visio Café va être accessible en replay à l'issue de cette rencontre.
Et elle sera également accessible sous peu sur la chaîne YouTube Eurolarge. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent re-regarder des choses, de vous reconnecter. Voilà, on vous donne rendez-vous jeudi prochain, donc de 9h30 à 10h30, autour du thème donc des technologies des bateaux volants, les dernières évolutions en matière de conception et de fabrication. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à nouveau jeudi prochain pour ce nouveau visio-café. Voilà. Bonne journée à tous, merci encore et puis à très vite. Merci, bonne journée. Bonne Merci, journée. au revoir.